Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous ce soir. Je suis Odile Caballero, directeur des projets stratégiques internationaux à HEC Paris et je suis très heureuse de vous accueillir très nombreux à cette masterclass qui a pour thème le développement durable, contraintes, levier de création de valeur, réinvention d'un leadership responsable et résilient. Nous allons réfléchir ensemble à cette question fondamentale qui nous concerne tous en tant qu'individus, écoles, entreprises ou sociétés et à laquelle nous sommes très sensibles à HEC Paris. Nous avons en effet un centre interdisciplinaire, SNO, Society and Organization, dont les membres professeurs et chercheurs placent les enjeux sociétaux et environnementaux au cœur de leurs recherches, enseignements et expérimentations. Ce soir, notre réunion va se dérouler en 4 parties de 10 minutes chacune. D'abord, Christelle Bitouzet va nous faire une présentation sur le thème Responsabilité sociale d'entreprise, pourquoi le sujet évolue si vite. Christelle est un de nos professeurs affiliés. Elle intervient dans différents programmes d'Executive Education et assure également la coordination académique de la formule English Modular de l'Executive MBA. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un doctorat en sciences sociales de l'Université Paris-Sorbonne. Ses domaines d'expertise sont notamment le management multiculturel, la RSE et les relations avec les communautés, et la communication d'entreprise au sens le plus large. Dans un second temps, Bénédicte Fèvre-Tavignot va nous présenter sa réflexion sur le thème « Deux manières de voir le développement durable pour les entreprises ». Bénédicte est professeure affiliée en stratégie à HEC Paris et directrice exécutive du centre SNO. Elle est notamment cofondatrice et directrice de la chaire Social Business, Entreprises et Pauvreté et du Master HEC Management du développement durable. Elle est également membre fondateur de l'Action Tank Entreprises et Pauvreté. Bénédicte est diplômée d'HEC et a obtenu son PhD à l'Université de Lyon 3. Ces deux professeurs sont également co-directrices académiques de notre programme certifiant Lead Campus Sustainable Leadership in Africa que nous vous présenterons dans un troisième temps. Sur ce programme, la thématique de la RSE est centrale et représente une réelle clé de voûte de notre architecture académique. Ce programme a été conçu en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement, et avec deux universités africaines de premier plan, l'UM6P au Maroc, l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est un de nos partenaires privilégiés, et l'école de commerce de UCT, GSB, en Afrique du Sud. Nous avons d'ailleurs nos amis de l'UM6P et de UCT qui sont avec nous ce soir et nous les saluons. Un de nos participants, Ebo Sacramento, se joindra à nous également pour apporter son témoignage sur la première promotion. Et enfin, nous vous proposerons de consacrer les 10 dernières minutes de cette conférence à vos questions-réponses. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Christelle. Christelle, the floor is yours. Donc, vous venez d'entendre Odile et contrairement au nom qui est marqué sur l'écran, je suis bien Christelle Bitouzet. Donc, je vais vous faire voyager pendant une dizaine de minutes extrêmement vite autour des raisons qui aujourd'hui positionnent le développement durable de façon probablement assez différente du passé. Et la question à laquelle on va tenter de répondre, Bénédicte et moi, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce qu'au contraire, c'est un levier de création de valeur? Et surtout, en quoi est-ce que ça devient un levier de réinvention à la fois d'un leadership responsable et résilient? Alors, le moment de cette masterclass est tout à fait particulier. Le Covid d'un côté et de l'autre côté, et je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui dans des postes à la fois opérationnels, en entreprise, en secteur public, en ONG, mais qui travaillent également à leurs propres projets entrepreneuriaux, voient l'importance de réinventer à la fois la société, de pousser l'entreprise à contribuer, le business à contribuer de plus en plus à quelque chose de nouveau et également de réinventer la façon dont nous-mêmes, citoyens, nous allons consommer.
Tout ça, c'est un peu au cœur de ce programme Lead Campus dont on va vous parler à la fin dans le détail. Et c'est au cœur des enseignements qui sont menés aujourd'hui à la fois à UM6P, à UCT et beaucoup ici à HEC sur le campus où ce sujet est devenu absolument majeur. Alors, pourquoi est-ce qu'il est devenu majeur et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de ce sujet de la RSE très longtemps dévoyé, avec probablement pour certains d'entre vous une image qui est peut-être un peu flou de qu'est-ce que c'est exactement. On est en train de passer d'une RSE qui était un droit à opérer, donc faire du bien, en gros, autour de soi, à un nouveau levier autour de pourquoi est-ce qu'on existe, pourquoi est-ce qu'on opère et comment est-ce qu'on peut mieux partager la valeur créée avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et cette idée de réinvention, elle est accélérée et elle s'accélère de façon absolument fascinante depuis 3-4 ans. Tous ces mots que vous voyez s'afficher et qui feront l'objet des travaux qui seront menés au cours du programme Lead Campus étaient des mots qui n'existaient pas. Les entreprises B Corp, le reporting extra-financier, les Sustainable Business Models, l'ESG, qui est la façon pour les marchés financiers d'appeler la RSE, Corporate Shared Value, donc la valeur partagée au sens de porteur, le leadership porteur de sens, l'engagement des parties prenantes, les business models plus inclusifs, les objectifs de développement durable et en France, mais aussi influençant d'autres pays, la loi Pacte, la loi sur le devoir de vigilance. Quand on vous montre tout ce panorama, ce n'est pas pour faire court sur le sujet, on n'a pas le temps en 10 minutes, mais c'est pour vous montrer qu'on est sur une phase d'accélération immense autour de la réflexion pour l'entreprise de quel est notre impact, nous, entreprises, nous, ONG, nous, secteur public, sur le monde. Bénédicte reviendra dessus un moment pour vous montrer comment l'entreprise s'approprie ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, entre cette notion de raison d'être et la notion de performance, par les travaux académiques et notamment par les travaux de recherche qui sont compilés par le Centre SNO, on sait qu'il y a un lien extrêmement clair entre une raison d'être qui est affirmée, qui est authentique, et la performance, par le biais d'un leadership qui va être plus responsable et qui est l'enjeu de la formation aujourd'hui des leaders de demain. Donc ici, vous voyez la logique, une raison d'être très clairement exprimée, qui amène à un leadership positionné comme plus responsable, qui va créer confiance et loyauté d'un côté et motivation et autonomie. Par la coordination et l'engagement, on a aujourd'hui une performance accrue pour l'entreprise. Donc on est en train de passer d'une RSE, d'une responsabilité, si on enlève l'acronyme responsabilité sociale et sociétale, qui était une contrainte légale avant tout, qui était surtout de la philanthropie, donc très déconnectée du partage de valeurs, qui était du droit à opérer, à une réflexion sur comment est-ce que l'entreprise peut agir avec beaucoup plus d'impact en repensant le business model existant et peut agir pour l'impact en créant des nouveaux business models. Donc on a derrière cette notion de responsabilité sociétale en 2020, et quand je dis en 2020, je suis en train de parler presque de la période pré-Covid. On avait une dimension business, performance, on a une dimension morale, qu'est-ce qu'on veut affirmer comme valeur vers nos parties prenantes, et on a une dimension hautement transformationnelle pour l'organisation, quelle que soit, autour de la raison d'être et d'un business model plus durable que l'on repense. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette accélération et pourquoi maintenant? Et là, il y a deux réponses. Il y a une réponse de très court terme sur laquelle on n'a pas aujourd'hui encore beaucoup de recul, qui est tout ce qu'on est en train de voir apparaître autour du Covid. Dans l'ensemble des chaînes de valeur, une pression plus forte sur l'empreinte carbone. L'entreprise vers ses sous-traitants, l'entreprise vers ses clients, en B2B comme en B2C. Deuxièmement, on voit énormément de travaux autour de l'économie circulaire. Et troisièmement, le local, qui est une tendance sur laquelle on voit beaucoup de choses apparaître avec les circuits courts, avec la réinvention de sa chaîne de valeur sur un territoire. Et ça, partout dans le monde. Donc ça, c'est la réponse de court terme. Et puis, on avait la réponse qu'on avait au début du Covid, les objectifs de développement durable que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui sont les 17 objectifs de l'UN pour un développement plus durable et notamment pour une éradication de la pauvreté. On a derrière ces objectifs de développement durable
le sujet majeur de la surconsommation des ressources naturelles, avec cette journée du dépassement qui en est un des symboles, où il y arrive aujourd'hui que dans l'année, et de plus en plus tôt, on a consommé plus de ressources naturelles que ce que la Terre peut en régénérer. Donc, un backup aux objectifs de développement durable dans une perspective 2030 extrêmement fort. Et ces objectifs de développement durable aujourd'hui sont ceux auxquels se confrontent beaucoup d'organisations pour essayer de voir en quoi elles peuvent contribuer. Donc, objectif développement durable, basé sur tous les fondamentaux, les mégatrends, de la croissance de la population au sujet du plastique, en passant par la biodiversité, en passant par les déchets et la consommation humaine qui génère beaucoup trop aujourd'hui de déchets qui ne sont pas circularisés. Un premier point. Deuxième élément, les millénials et l'ensemble de la jeune génération qui arrive et dont on voit pareil partout dans le monde, toutes les études le montrent, qu'elles ont des nouvelles aspirations. Et dans ces nouvelles aspirations, on a la qualité de vie au travail, mais aussi le sens du travail, quels que soient d'ailleurs les niveaux hiérarchiques très souvent. Troisièmement, on a les marchés financiers. Et là, vous voyez un titre qui concerne BlackRock, le plus grand fonds mondial, qui annonce mettre la raison d'être, mais aussi l'empreinte carbone au cœur de ses critères de sélection pour son portefeuille. Et puis, on a des leaders de plus en plus emblématiques qui portent des projets forts de transformation de leurs propres organisations en essayant de transformer leur secteur. Et enfin, et avant de passer la parole à Bénédicte, on a le consommateur dont on ne savait pas très bien avant comment il bougeait, mais avec les millénials qui arrivent et avec cette pression de tous ces événements, on voit aujourd'hui arriver quoi? On voit arriver un consommateur qui fait irruption dans des modèles d'entreprise et qui dit « je suis prêt à payer plus pour acheter quelque chose de plus responsable ». On voit des apps et des méthodes de jugement de la responsabilité qui viennent interférer aujourd'hui dans les décisions d'achat, et on en a un petit peu partout dans le monde. On en regardait une tout à l'heure qui se développe en Afrique et qui permet de faire un lien entre l'empreinte carbone de sa consommation et ses choix de consommation. Et puis, on a les organisations elles-mêmes qui donnent beaucoup plus de transparence, notamment sur ce qui se passe sur leur chaîne de valeur, en annonçant la façon dont leurs produits, leurs services, leurs solutions sont fabriqués, par qui et à quelles conditions et dans quelles conditions de responsabilité. Donc, ce panorama, c'est une accélération extrêmement forte avec un grand point d'interrogation. Où le Covid va-t-il amener les entreprises? Est-ce que ça va accélérer? Est-ce que ça va freiner momentanément? Est-ce que ça va au contraire provoquer, beaucoup s'attendent à, enfin, espèrent, on va dire, et aussi s'attendent pour certains à ce que ce soit une courbe en S qui soit beaucoup plus raide et qui permette de redémarrer post-Covid avec un environnement business qui soit réinventé, beaucoup plus créatif et beaucoup plus responsable. Donc, je vais passer la parole maintenant à Bénédicte pour qu'elle vous décrive par rapport à ces enjeux majeurs, comment l'organisation, quelle qu'elle soit, peut réagir. Merci Christelle. Bonsoir à tous. Donc oui, face à tout ce contexte, à ces enjeux majeurs, le climat, les enjeux sociaux, les pressions aussi qui s'accélèrent en fait sur les entreprises, on voit bien qu'une première manière de réagir, c'est avant tout d'essayer de maîtriser les risques. Et tout le monde doit maîtriser les risques. Il n'y a rien de négatif à le faire. Mais voilà, ça peut être avant tout voilà, une démarche relativement défensive, d'anticipation et de maîtrise de ces risques et de ces faiblesses et menaces. Une autre approche qui, elle, peut-être évidemment plus positive, qui est de se dire finalement face à tous ces défis, face à toutes ces pressions, comment est-ce que moi, entreprise, je vais finalement transformer tout cela en opportunité pour me réinventer. Alors, voilà, une opportunité pour restaurer la confiance, pour mobiliser finalement toutes les parties prenantes qui sont au sein de l'entreprise et autour de l'entreprise, recréer ensemble un projet pour répondre à tous ces défis. Concrètement, comment est-ce que ça va se vivre? Quels sont voilà, les différents leviers justement que les entreprises proactives et non pas défensives vont essayer de mettre en œuvre pour transformer ces défis, ces menaces d'une certaine manière en opportunités. Donc il y a déjà
le fait de travailler sur la chaîne de valeur. Et puis, on va aussi pouvoir travailler sur les produits, comment rendre les produits et services plus durables. Donc, comment travailler sur la chaîne de valeur. Ça peut être voilà, autour de toute l'efficacité énergétique, tout ce qui est autour de l'extraction des ressources. Comment est-ce que je vais faire en sorte que les minerais dont j'ai besoin, par exemple, soient exploités, extraits de manière responsable, aussi bien au niveau environnemental que social. Et comment faire en sorte, effectivement, voilà, de dépenser le moins d'énergie possible et le moins de ressources possible. Et puis, au niveau de rendre les produits et services plus durables, eh bien, ça va être autour de, voilà, pour l'automobile électrique qui va polluer peut-être moins en ville, mais on voit bien que les deux vont de pair. C'est qu'est-ce qui se passe dans sa chaîne amont, donc dans la chaîne de valeur. Donc, il faut travailler sur les deux à la fois. Autre exemple, dans le domaine du chocolat, du cacao, donc ça c'est un des exemples qu'on a visité en Côte d'Ivoire, c'est comment est-ce que je vais travailler avec les planteurs de cacao pour qu'ils aient une rémunération digne, pour qu'ils améliorent la qualité de leur production, et puis comment est-ce que je vais aussi produire des chocolats bio qui sont bons pour la santé de mes consommateurs. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ, c'est travailler sur la chaîne de valeur, travailler sur les produits pour les rendre tous les deux plus durables ensemble. L'étape d'après, ça va être aussi de commencer à imaginer des modèles innovants en matière d'économie inclusive et d'économie bas carbone et circulaire. En matière d'économie inclusive, alors, on a vu, nous, de multiples exemples, notamment en Afrique, qui sont autour de l'accès à l'énergie, avec des grandes entreprises qui travaillent aussi bien comme Schneider Electric, par exemple, sur des modèles économiques qui permettent de construire des réseaux, des petits réseaux pour les villages, par exemple, ou des installations autonomes pour les maisons. Qui vont former également des milliers de petits électriciens de campagne, et puis qui vont investir aussi dans des entreprises plus petites qui donnent accès à l'énergie en Afrique, par exemple. Et puis, il y a des modèles très, très en forte croissance, comme tout ce qui est Pay as you go, qui permettent qui sont menés par ces entrepreneurs, en fait, notamment en Afrique, qui permettent de donner accès plus facilement aux populations de la base de la pyramide. En matière d'économie inclusive, il y a évidemment d'autres exemples dans le domaine de l'accès à la santé. Par exemple, Essilor qui va travailler sur l'accès à la vision pour tous en Inde, en Afrique. Et puis des entrepreneurs sociaux comme ceux qu'on a rencontrés en Afrique, comme Access Afia, qui vont construire des petites pharmacies, des petites cliniques dans les bidonvilles en particulier. En matière d'économie inclusive, on a aussi pas mal de modèles qui sont évidemment très liés au digital, qui permettent de raccourcir les chaînes de valeur, qui permettent par exemple pour des entreprises comme Lafarge de travailler avec des petits distributeurs de ciment dans des quartiers relativement pauvres, avec beaucoup d'utilisation évidemment d'applications mobiles. Il y a tout ce qui est autour de l'accès aussi à la connaissance. Et là, c'est un exemple d'un des participants de cette année qui s'appelle Scientia, donc l'accès à la formation, l'éducation par le digital. Et puis, bien évidemment, il y a tous ces modèles de mobile banking très connus venant du Kenya avec M-Pesa, Fuliza, et qui vont révolutionner énormément de chaînes de valeur. On a également des modèles relativement disruptifs en matière d'économie circulaire et bas carbone. Donc, c'est très simple. L'économie circulaire, ce n'est pas l'économie linéaire où j'extrais, je produis et je jette. Voilà, c'est une économie où on extrait le moins possible de ressources pour, évidemment, réutiliser, recycler, etc., au maximum ces ressources et les garder au maximum de leur valeur le plus longtemps possible. Donc, les exemples sont multiples. Dans le programme de cette année, on a visité beaucoup de projets, soit en présentiel, soit en digital. Un exemple en Côte d'Ivoire qui est Coliba, autour du recyclage des bouteilles en plastique, associant beaucoup de populations, notamment des quartiers plus défavorisés.
avec des applications mobiles là aussi. On a visité également, là plus en digital, cette année, des modèles comme Sanergy qui vont permettre évidemment l'accès à l'hygiène et à sanitation au Kenya, et puis tout le recyclage également et bien des déchets organiques et qui permettent là de produire par exemple des fertilisants. Mr Green Africa aussi, qui est autour également du recyclage des bouteilles en plastique. Voilà. On a des modèles également qui touchent au passage de la vente du produit à la vente du service, donc à l'usage, autour de ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, avec par exemple Michelin qui va non plus vendre le pneu, mais vendre l'usage du pneu. Philips qui va vendre non plus la lampe, mais l'usage de la lampe. Voilà, c'est des modèles, on va dire, assez avancés d'économie circulaire et qui permettent de rentabiliser beaucoup plus les ressources. Des modèles d'économie bas carbone, et là, voilà, c'est trouver ces modèles disruptifs qui vont permettre de lutter vraiment contre le réchauffement climatique. Donc, on a eu la chance de visiter au Maroc des projets valorisés par le Solar Décathlon, avec voilà, de l'habitat utilisant le solaire notamment. Également au Kenya, donc il y a ce projet qui permet d'économiser énormément de coupes d'arbres en utilisant de la terre et en construisant des maisons à base de terre locale et qui permet de lutter contre la déforestation. Alors, on voit bien que on peut travailler sur la chaîne de valeur, construire des produits plus durables, imaginer des modèles d'économie inclusive, des modèles d'économie circulaire et bas carbone. Mais au-delà de ça, il s'agit de transformer en profondeur l'entreprise aujourd'hui pour répondre à ces défis majeurs. Et la définition de la raison d'être est un levier de transformation en profondeur et de mobilisation des différentes parties prenantes dans la construction de ce nouveau projet et dans cette économie beaucoup plus durable. Voilà, pour reprendre un peu les différents domaines qu'on a vus, il y a cette possibilité d'être défensif par rapport à tous ces risques, et puis il y a aussi cette possibilité finalement pour l'entreprise d'être beaucoup plus proactive, stratégique, notamment en travaillant sur la chaîne de valeur, les produits et services, les rendre plus durables, concevoir donc ces modèles d'économie inclusive et des modèles circulaires et bas carbone, et puis au-delà de cela, eh bien, transformer en profondeur l'entreprise et aller même parfois jusqu'à changer les règles du jeu. Parce que l'enjeu, voilà, c'est de réinventer, on en est convaincu à travers ce programme Lead Campus, c'est de réinventer un modèle qui est à bout de souffle, qui nous mène à une impasse. Donc, voilà, certains parlent d'un nouveau capitalisme, d'autres de changer d'air. Voilà, on est convaincus dans ce programme de cette nécessité d'une réinvention. Et c'est ça qu'on a envie d'explorer avec vous. Donc, on part d'un environnement en profonde mutation partout dans le monde, d'attentes croissantes vis-à-vis des organisations, de l'entreprise, mais aussi des acteurs non gouvernementaux, des acteurs de la société civile, donc des ONG, des acteurs publics. Les attentes sont absolument multiples et ne vont faire que croître dans la période post-Covid. Donc, l'ensemble du programme qu'on va vous présenter, il est fait avec l'idée que derrière, on a la possibilité de réintégrer tous ces enjeux dans les modèles d'entreprise. Bénédicte vient de vous montrer une approche. Quand on le regarde en termes de bénéfices directs, qu'est-ce qu'on va chercher derrière? On va chercher à calculer le vrai coût de ces impacts et de les réintégrer, donc de réintégrer ce qu'on appelle les externalités dans la façon de regarder l'impact de l'entreprise. On va essayer de réduire ses coûts. Typiquement, quand on se définit un objectif carbone, en général, on finit relativement rapidement par réduire ses coûts. On va chercher à gérer ses risques et à réduire l'impact potentiel. Ça, c'est la partie réactive. Et puis, de façon proactive, de façon ouverte sur l'avenir, à avoir un levier de croissance, l'éco-design et l'innovation en est un. La réflexion vers des nouveaux business models avec l'économie de fonctionnalité, par exemple. Le développement de l'attractivité et la fidélité, l'appartenance, donc tout le lien avec à la fois ses salariés, ses futurs recrutés. Et tout ça
avec un sujet en fait qui, dans l'entreprise, et c'est très important notamment pour la composition de nos cohortes sur Lead Campus, n'appartient à personne, il est à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde une organisation, ben, il y a un petit morceau de ce dont on parle qui est à l'innovation, évidemment, ou à la RSE, mais il y a un petit morceau aux achats, il y a un petit morceau au RH, il y a un petit morceau aux finances, il y a un gros morceau dans les opérations, etc., etc. Et il y a évidemment une part autour du top leadership qui est extrêmement importante. Donc, c'est l'ensemble de ça qui nous a permis de concevoir ce programme Lead Campus, qui est, vous l'avez vu au travers des exemples qui viennent de vous être montrés, complètement conçu autour des enjeux du continent. Donc, notre idée derrière, c'est vraiment de former les leaders africains à l'excellence managériale du XXIe siècle, de bien travailler à partir des mutations environnementales, technologiques, géopolitiques et sociales actuelles. Donc évidemment, le programme de l'année qui s'annonce n'est pas exactement celui de l'année qui a été pré et pendant Covid, de réfléchir à des nouveaux business models adaptés aux enjeux du continent, et puis d'avoir cette idée de ce pas en arrière pour réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un leader, un porteur de sens, porteur de valeurs fondamentales de transformation d'une société dont on est aujourd'hui dans un environnement multiculturel, puisqu'on est en contact, nous, avec à peu près tous les continents et tous les pays, persuadés qu'il a un devenir qui est différent de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, ce programme multiforme, il est ciblé sur qui? En fait, sur des dirigeants de PME, sur des seniors exécutifs et des hauts potentiels de grands groupes, qu'ils soient africains ou des groupes internationaux, sur des dirigeants de start-up, sur des cadres de l'administration, du secteur public ou du secteur parapublic, et évidemment sur des responsables d'ONG et d'entreprises sociales. Donc, l'idéal d'une promotion Lead Campus, c'est de réunir l'ensemble de ces populations pour avoir des débats qui soient à la fois empreints d'apports académiques et opérationnels, mais beaucoup aussi de la co-construction autour des projets des participants. Donc, le programme est conçu, et pour ceux qui en avaient entendu parler l'année dernière, il y a une différence sur laquelle je vais insister, qui est un des modules, et il est conçu donc autour de 5 modules, mais en fait 4 vrais modules plus 1. Donc, on a un premier module qui est complètement hébergé et construit avec l'université Mohamed VI, donc à Ben Guerir, de 5 jours autour des grands enjeux et des mégatrends du continent africain. Avant ça, des webinars, une préparation et surtout une identification par les participants du projet sur lequel ils vont travailler, puisque l'objet de la certification, c'est un projet personnel. Deuxième module, 5 jours en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et l'idée, là, c'est de réfléchir à l'action, la première partie dont on vous parlait, du avec impact. Comment est-ce que je fais pour être en opération mieux? Comment est-ce que je fais pour réduire mes impacts environnementaux, pour améliorer mon impact social, etc., avec mon business model actuel? Donc, les composantes d'une croissance durable et responsable, très, très proche de la responsabilité sociétale un peu classique. Et ce module-là, nous l'animons avec en partie investisseurs et partenaires, IEP, qui anime et qui nous donne un angle PME pendant le module de Côte d'Ivoire. Ensuite, on a un module hybride, donc qui n'a pas de date et qui n'aura pas de date dans vos plaquettes, qui est un module qu'on va retrouver un peu partout. C'est-à-dire qu'on aura des petits morceaux au Maroc, des petits morceaux qui seront faits au moment de la Côte d'Ivoire en présentiel, des petits morceaux qui seront faits sur d'autres pays, notamment le Kenya, mais qui seront digitaux. Et tout ça, l'idée, c'est d'avoir un module autour du Agir pour l'impact, où on va aller chercher les meilleures des pratiques partout sur le continent, et on créera donc une dynamique sur la notion de pour l'impact tout au long des 4 autres modules. Ensuite, on a un module 4 qui se passe en Afrique du Sud, donc là de nouveau en présentiel de 5 jours, avec un morceau du module hybride mais en présentiel, donc avec du Agir avec l'impact, Agir pour l'impact, pardon,
mais qui se passera donc en Afrique du Sud avec des visites, des interactions avec des entrepreneurs. Et le reste du temps sera consacré à comment est-ce qu'on rend les fonctions support cohérentes, comment est-ce qu'on fait évoluer l'approche marketing, l'approche finance, les approches achats pour le déploiement d'une stratégie responsable. Et puis enfin, on a un dernier module qui se passera à Jouy sur le campus et qui est un module de conclusion autour du leadership éclairé et autour d'un certain nombre de thématiques et notamment des interventions autour du digital face aux défis du XXIe siècle. Tout au long de ça, il y a du e-learning en plus, notamment en finance, donc avec une obligation de travailler sur un certain nombre de fondamentaux sans lesquels on ne peut pas penser l'entreprise de demain, beaucoup de lectures et un projet qui est accompagné par des mentors et par Bénédicte et moi. Donc on rythme en fait le travail et on connaît le plus possible et dans le détail les projets des participants. Et je repasse la parole à Bénédicte pour présenter la fin du programme. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité de ce programme et son caractère différenciant? C'est que c'est un programme qui a été co-créé véritablement avec l'Agence française de développement d'une part, avec l'UM6P et l'Université de Cape Town d'autre part. Et d'ailleurs, on est très heureux de les avoir avec nous ce soir. Et puis, le centre Society and Organizations que Odile vous a présenté tout à l'heure. Donc, ça a été vraiment pensé ensemble et ça va évoluer aussi ensemble. Le programme va évoluer en co-création avec ces différentes parties prenantes. On a voulu aussi un équilibre fort entre des apports plus théoriques, plus académiques et des visites terrain. Et donc, voilà, et des rencontres avec des entrepreneurs inspirants. L'idée, c'est aussi que c'est un programme qui suppose une implication forte des participants. Ils ne vont pas être passifs, ils ne sont pas passifs, et donc ils travaillent sur un projet propre, un projet durable. Ils sont accompagnés par des mentors, comme le disait Christelle, et puis ils vont travailler aussi sur leur propre leadership. Ce qu'on a noté cette année, c'est une très grande diversité et richesse du coup, des participants, avec vraiment des participants venant d'une quinzaine de pays pour cette année, avec des organisations très diverses, comme l'a expliqué Christelle, qui créent vraiment des échanges très, très riches, très fructueux. Et puis, le soutien du gouvernement français, notamment avec le partenariat avec le programme Young Leaders africains, dont on va rencontrer certains d'entre eux, d'ailleurs, dans certains pays. Et l'idée, voilà, c'est d'interagir d'avoir des rencontres privilégiées avec ces Young Leaders. Peut-être un point qu'on peut préciser, c'est ce programme, il a été 100% conçu en pensant enjeux du continent et en pensant besoins. Et donc, ça n'est pas un mix de choses existantes qu'on a remis sur 5 modules. C'est vraiment une co-conception avec les universités partenaires, avec nos partenaires, avec l'AFD. Et pour l'année prochaine, c'est évidemment un pas de plus en intégrant le retour des participants de la promotion et puis aussi notre propre expérience à Bénédicte et à moi, où on a vu un certain nombre de choses qu'il fallait soit rajouter, soit enrichir, soit amender un petit peu. Peut-être ce qu'on peut dire juste avant, on revient sur la slide d'avant, ce qu'on peut dire aussi que ce qui est ressorti de cette année, c'est également comme quelque chose de très fort, quasiment intégré dans l'ADN de notre programme, c'est cette dimension d'intégration régionale africaine de par la diversité d'origine des participants. Voilà, c'est contribuer à ces échanges entre les différentes zones et cultures africaines et contribuer à cette intégration régionale. Donc, il y a eu beaucoup d'interventions très fortes sur ce sujet. Alors, on nous a avec nous. On n'est pas ensemble, donc juste en réagissant. Donc, vous avez vu donc en anglais. Donc, on a vraiment la volonté. Là, vous avez une masterclass en français. On va faire une masterclass en anglais plus tard. Et l'idée, c'est de faire le programme en anglais, même quand on est sur des pays qui sont francophones.
et de partager le plus possible en anglais. Donc là, nous avons la chance d'avoir un des participants de la promotion qui est en train de se finir, Ebo Sacramento, qui est avec nous. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit temps d'échange avec Ebo pour que Ebo puisse nous partager ce qu'il retire, ce qu'il a vécu pendant ces quelques mois d'expérience avec le Lead Campus, qui est une année évidemment très particulière avec la crise sanitaire actuelle. Mais voilà, Ebo, est-ce que tu peux nous partager un peu de ton expérience de cette année, de ces quelques mois ensemble au sein du Lead Campus? Oui, Bénédicte, merci. Merci à tous. Effectivement, c'est un programme très intéressant qui, effectivement, ne s'est pas passé comme prévu parce qu'on n'avait pas prévu la Covid et qui a quelque peu perturbé les choses. Mais avec toute l'équipe de HEC et tous les partenaires, le programme a tranquillement glissé dans un format numérique qui est resté tout aussi attrayant. Peut-être que tu peux te présenter, Ebo, aussi. Oui, c'est vrai. Alors, moi, c'est Ebo Sacramento. Je suis béninois, basé, donc, on va dire, à Cotonou, sur un projet, et je suis entrepreneur, entre autres, donc, dans l'agroalimentaire, dans la transformation agroalimentaire. Et je travaille sur un projet de transformation de fruits, et là, on démarre par l'ananas, en différents distillats à forte valeur ajoutée. Donc là, le premier distillat sur lequel on travaille, c'est de l'eau de vie, donc de l'alcool de fruits, qu'on transforme entièrement localement avec zéro produit ajouté, et on part de l'ananas bio pour valoriser aussi derrière toute la production locale bio et l'agriculture bio. Donc du coup, nous, on transforme ce fruit-là de la manière la plus, on va dire, propre possible, intégralement au Bénin, pour finalement arriver à un produit fini qu'on vend, autant sur le marché local que sur le marché international. Donc là, on a démarré une prévente il y a une semaine du produit, pour ceux qui sont intéressés, qui devrait être, qui finit donc le 31 décembre et les produits seront disponibles donc à partir du mois d'avril 2021. Voilà. Alors, ton expérience donc au sein du Lead Campus, là, que tu commençais à nous. Alors, donc, l'expérience, j'avoue que je pense que la grande richesse du programme, c'est vraiment le parcours itinérant qui va du Maroc au Côte d'Ivoire. Bon, là, à cause de la Covid, on n'a pas pu faire le Kenya qui était annoncé cette année et l'Afrique du Sud. Mais c'est vraiment dans cette richesse-là, des visites terrain, de rencontrer les gens, de sortir de la théorie, d'être vraiment confronté à la réalité, des entrepreneurs, des entreprises, des fonds d'investissement qui accompagnent les entrepreneurs, des ONG, comme la Fondation Jacob, je pense, en Côte d'Ivoire, qui font des efforts également et des initiatives en RSE. L'autre grande richesse du programme, c'est ce que Bénédicte et Christelle ont souligné tout à l'heure, c'est la diversité des participants qui viennent vraiment de tous horizons. Du coup, ça donne des débats très, je dirais pas houleux, mais passionnés. C'est vraiment, on sort vraiment de chaque module et de chaque session riche de quelque chose qu'on ne savait pas parce qu'il y a forcément quelqu'un d'un domaine qu'on ne connaissait absolument pas ou qu'on connaissait juste de nom, où on apprend qu'effectivement, tout est vraiment imbriqué. Et là, on se rend compte que quand on dit que tout est imbriqué, effectivement, tout est vraiment imbriqué. Voilà. Merci beaucoup, Ebo. Alors, merci Ebo. Alors, du coup, je sais que nous avons avec nous nos amis de UCT. Avant de proposer effectivement le planning, Kumishni, Camille, and Camille, I believe you're with us tonight. And from UCT, from Cape Town, maybe you want to tell a few words and to share with the group a few words. So Commissioner is writing. She would be happy to share. Christelle or Claudia, could you please unlock Commissioner and Camille. Leur micro apparemment est bloqué.
So, Claudia and Christelle, if one of you can please unlock and let them talk, that would be great. Hello. Hello. Hi, Camille. Hello, bonjour. Je peux parler en français car je suis français d'origine. Donc, bonsoir. Oui. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir et merci beaucoup d'être avec nous pour la présentation de cette masterclass. Donc, je suis Camille Meyer, je suis professeur à l'école de commerce de UCT, de l'Université du Cap, Graduate School of Business. Donc, c'est avec un très grand plaisir que nous avons travaillé avec HEC Paris et l'Université Mohamed VI Polytechnique pour développer ce programme de leadership panafricain. Et je suis tout à fait d'accord avec Odile et Bénédicte dans leur constat, c'est-à-dire de redéfinir le rôle de l'entreprise, car il évolue énormément au cours évidemment des défis auxquels nous faisons face au XXIe siècle, mais auxquels la Covid aussi nous incite à redéfinir un ensemble de nos activités économiques. Donc, en effet, repenser les business models existants avec une mise en avant de nouveaux modes d'économie circulaire, d'entrepreneuriat social et d'innovation inclusive, en tout cas économie inclusive, de finances à impact et de solutions fondées sur la nature et la biodiversité, par exemple. Donc, ceci, si on veut redéfinir le rôle du business dans notre société ou de l'économie en tout cas, il faut aussi avoir une approche, disons, assez interdisciplinaire pour comprendre les différents enjeux, les différentes composantes auxquelles nos sociétés font face. Et donc, dans ce cadre-là, en tant que responsable du module 4 de cette formation, nous avons décidé qu'il était nécessaire à la fois d'avoir des cours plus traditionnels en école de commerce, tels que comment développer une stratégie financière, une stratégie marketing, mais aussi comment gérer efficacement les ressources humaines pour attirer et retenir les talents au sein des entreprises. Ceci nous paraît vraiment important pour développer une excellence managériale à laquelle cette formation désire contribuer, mais aussi comme Bénédicte et Christelle l'ont évidemment montré, tout comme Ebo qui nous a parlé de son projet et de son expérience. Nous sommes en Afrique et il y a des défis africains. Ainsi, il nous semble nécessaire de développer des solutions africaines pour les problèmes africains. Comme cela a été dit, il ne s'agit pas de transposer des solutions développées ou expérimentées dans d'autres contextes, mais vraiment de faire surgir le potentiel africain pour ce 21e siècle. Et dans ce cadre-là, l'Afrique du Sud a beaucoup apporté au chapitre, puisque peut-être que vous savez, mais l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde. Donc, les personnes les plus riches avec des très hauts revenus sont vraiment très proches de personnes qui n'ont vraiment rien, même pas accès à l'eau ou à l'électricité, vraiment dans des conditions très inégalitaires. Et donc, dans ce contexte-là, une des expériences de terrain que nous vous proposons de faire et d'aller dans un de nos campus. Nous avons un campus dans un des townships de Cape Town. Un des townships, c'est le mot pour bidonville en anglais, même si bidonville ne fait pas vraiment valeur, ne rend pas valeur aux expériences et aux communautés locales qui vivent dans ces territoires. Mais en tout cas, nous avons un campus dans les townships et l'idée est que les participants de cette formation travaillent et en tout cas discutent avec les entrepreneurs pour voir comment les entrepreneurs locaux développent leurs propres innovations pour répondre à leurs problèmes sociaux et environnementaux, principalement sociaux dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment un des aspects que nous promouvons pour répondre à la question des inégalités socio-économiques. Et un des deuxièmes aspects également est pour faire face à la question environnementale et notamment comment gérer les biens communs. Comment est-ce qu'on gère des ressources qui sont accessibles à tous ou qui devraient être accessibles à tous. Et dans ce cadre-là, je pense aussi que Cape Town est une ville qui a beaucoup à promouvoir au niveau international, puisqu'il y a quelques années, nous avons fait face à une sécheresse radicale qui a fait que la ville était presque à court d'eau. Nous avons vraiment été très, très proches d'avoir l'armée qui réquisitionnait l'eau dans la ville. Et donc, il y a tout un ensemble d'expériences sud-africaines pour lesquelles, disons, d'autres entrepreneurs et leaders panafricains peuvent s'inspirer pour développer dans leur propre pays. Excusez-moi. Et donc, vraiment, l'accent de notre module est de montrer la gestion des biens communs pour les biens communs, pour le bien commun de nos communautés, de notre pays, de nos pays et du continent, avec une dimension éthique que les leaders du XXIe siècle, panafricains, mais aussi internationaux, doivent probablement intégrer dans leur perspective entrepreneuriale.
Donc voici un peu les retours des participants ont été très positifs jusqu'à présent, puisque d'un côté, ils étaient très contents de l'aspect plus concret du développement du projet entrepreneurial avec la finance, le marketing et la stratégie, par exemple, mais aussi d'avoir une perspective plus générale pour le développement de solutions africaines pour les problèmes africains. Et c'est vraiment quelque chose auquel nous voulons contribuer. Et nous sommes ravis de vous inviter à postuler pour cette nouvelle cohorte 2000-2021. Sinon 2020-2022, car nous vous invitons vraiment à participer à ce programme d'excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Merci infiniment pour ces précisions. Maybe Commissioner is the Dean of the Executive Education at GSB. Maybe Commissioner, you want to say a few words? Yes, thank you so much, Odile, and bonsoir, everyone. I apologize because my French is really terrible. But, you know, if we see you on this program next year, I promise it will be better, my French. Camille is going to actually help me with that. Thank you so much for inviting us to be part of this masterclass. And I want to say thank you to the faculty, Benedict and Christelle, for this masterclass. So to everyone on this webinar, I want to say that it's been an absolute pleasure to put this program together with HEC. University of Cape Town has been in existence for hundreds of years. We are one of the oldest business schools in South Africa, and the Graduate School of Business is well over 5 decades old. So we are known on the continent for having, been ranked in the top 100 for our executive education customized programs. We're known for being ranked as the only executive MBA program on the continent. And we have a long list of accolades as an African business school. So to partner with HEC and Mohammadi Polytechnic University, it has been a real pleasure. I think the key thing that I want to say to you, in addition to everything that's been said about this program, is that it really is a program that is designed to take African leaders to the next level of their leadership. As Camille had said, it's creating African solutions for African problems. And that is how the program is designed and developed. The learning, the projects, the mentorship, the content, everything is designed on really empowering African leaders further. Something that I was absolutely impressed with during the block that we hosted for Ibo and his class was the level of interaction amongst the young leaders of this continent, the conversations that they had, the questions that they had, the problems that they are trying to solve for. And they're not just trying to solve for them as entrepreneurs or business leaders in organizations. They are talking and they are thinking about their countries. They are thinking about the continent. So this program is really for individuals that see themselves as change leaders, and change agents in the spaces that they occupy. So yes, I'm very proud to be part of this team that has created this program. And yeah, I look forward to answering any of your questions that you may have. Thank you. Thank you very much, Commissioner. That I really appreciate. You could say a few words as well. As it's already 8:20 and we really wanted to stay on the timing, maybe I'll just hand the word to Fatima Zahra, who's with us and would like to say a few words. I believe there's our friend from AFD as well. If you want to say a few words, you're welcome to. And then if we can keep 5 minutes, I have a few questions which are being asked. So maybe if you all agree, I hand the word to Fatima Zahra for a few words and then the questions. Fatima Zahra, thank you for commissioning. Fatima Zahra, je te laisse dire quelques mots.
Merci beaucoup, Odile. Merci, chère Odile. Bonsoir à tous. Je suis Fatima Zahra Alami de l'Université Mohamed VI Polytechnique. En quelques mots, j'aimerais aussi vous dire que nous avons été ravis de travailler avec tous les partenaires sur ce très, très beau programme, hein. Vous avez là une équipe qui veille sur ce programme, qui veille sur l'organisation, sur le déroulement, bien sûr, qui n'a ménagé aucun effort dans la co-construction d'un programme qui se démarque des autres, voilà, avec l'aspect très concret, l'aspect terrain de ce programme-là. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir donc aller à la rencontre d'entrepreneurs, de personnes inspirantes sur les différents pays qui sont visités. Et puis, voilà, ce qui fait la différence également, et j'insiste beaucoup, c'est que voilà, l'équipe qui est derrière ce programme-là apporte toute sa bienveillance sur l'organisation, sur le déploiement. C'est une équipe qui est très à l'écoute des participants. Et donc, voilà, n'ayez aucune hésitation, allez-y. Voilà. Merci infiniment, Fatima Zahra. Du coup, je vais peut-être enchaîner sur les questions. Alors, on a une personne qui nous demande, Christelle et Bénédicte, si vous voulez répondre. On a une première question sur comment obtient-on le certificat? Effectivement, Christelle l'a mentionné, c'est par rapport à une présentation du projet d'action. Je ne sais pas si vous voulez préciser, Christelle et Bénédicte, la réponse sur l'obtention du certificat. Donc, le certificat, on l'obtient déjà en étant présent. Donc, ça fait partie des règles académiques. Et donc, en participant le plus possible à la co-construction du programme, aux discussions, au groupe de travail, et évidemment en assistant au cours. Et ensuite, l'essentiel, c'est le projet individuel sur lequel, tout au long des 10 mois, on a une attention, c'est-à-dire qu'on vous demande de le faire naître, de le formaliser, de le structurer, de l'enrichir, de faire une analyse externe pour ne pas développer une idée qui soit complètement hors sol ou pour ne pas transformer une organisation sans regarder ce qui se passe autour, faire le minimum de benchmark et de regard au-delà, d'ailleurs, du continent africain aussi. Et puis ensuite, en soutenant ce projet, donc avec une présentation formelle qui se passe devant un jury de 3 personnes auxquelles participent l'AFD, des professeurs et un autre acteur, soit du domaine de l'entrepreneuriat, soit d'un de nos partenaires. Et donc, il y a une défense orale à la fin qui conclut par l'obtention du certificat. Merci Christelle. On a une autre question un peu plus générale. Si on peut répondre de manière peut-être synthétique, une personne qui nous dit « Votre programme m'intéresse. Quelles sont les conséquences et les objectifs principaux de ce programme ?» Alors, sur la conséquence, il y a un accompagnement, hein, notamment pour ceux qui mettent en place une start-up. Les objectifs principaux, Christelle ou Bénédicte? On les a un petit peu décrits tout à l'heure. Je pense que c'est... Cette question est revenue plusieurs fois, d'abord en privé, donc on peut peut-être les répéter de manière synthétique. Comme le disait très bien aussi Koumishni, je pense que l'objectif principal, c'est d'aider des managers, des leaders présents en Afrique, africains, à développer véritablement leur leadership et leur capacité d'avoir un impact en solidifiant encore sans doute leurs connaissances, leurs compétences au niveau business management et en intégrant aussi toute une dimension très forte liée aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. Donc, une très bonne compréhension des défis actuels et de comment finalement le business peut transformer ces défis, comme on le montrait tout à l'heure dans la masterclass, non pas seulement comme en opportunités et non pas simplement les traiter et les aborder comme des risques et des menaces, mais vraiment comment est-ce qu'à travers des activités de business, ou ça peut être aussi des activités, des projets de la société civile, hein, puisqu'on a aussi des acteurs de la société civile ou des projets des pouvoirs publics, parce qu'on a aussi des personnes qui viennent des pouvoirs publics, mais souvent on va être autour de nouveaux partenariats quand même associant ces différentes parties prenantes pour
sans doute à travers des activités, enfin des approches économiques, essayer d'apporter des solutions à ces défis majeurs en Afrique. Et je rajouterais que les objectifs, c'est aussi beaucoup ceux que vous mettrez vous en venant. C'est-à-dire que vous rentrez dans une bulle où on vous offre, on essaye de faire une espèce de bulle pendant ces semaines où on va vous nourrir en idées, avec l'idée de protéger votre réflexion pendant ces moments un peu privilégiés de formation pour que vous pensiez la réinvention de ce que vous êtes en train de faire ou l'invention de ce que vous ne faites pas encore, que vous aimeriez faire, ou la transformation de votre organisation. Donc, c'est beaucoup dans ce que vous allez apporter, vous, au programme, qu'on va trouver les objectifs. Donc, on vous nourrit, et l'idée, c'est vraiment d'arriver à une transformation en matière de c'est quoi ma position de leader, plus inspiré, plus porteur de sens, et peut-être encore plus responsable. Merci beaucoup. Une autre question. Effectivement, on a un participant qui nous demande si tous les pays africains sont éligibles. Donc, bien entendu, tous les pays africains sont éligibles. Ce qui est important, c'est que le programme, le projet d'action se passe sur le continent africain et que le participant soit intéressé par des problématiques spécifiques au continent africain. Comme l'a dit Christelle tout à l'heure, le programme se passe en anglais. Donc, bien sûr, c'est l'occasion d'ailleurs de mettre en relation l'Afrique anglophone et francophone. Et nous espérons avoir de nombreux anglophones l'année prochaine. Il y a d'autres questions, mais il était important pour nous de respecter le timing. Notre équipe vous a envoyé des liens avec tout le programme qui est décrit et vous avez également nos coordonnées qui sont sur le lien où vous pouvez revenir près de nous. Dans un second temps, nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre ce soir. Avant de laisser Christelle et Bénédicte dire un mot de conclusion, je crois qu'on a le campus de l'AFD qui voulait peut-être dire un mot, mais je me demande si on n'a pas un souci de connexion avec nos partenaires et amis de l'AFD. Je crois qu'on a Jeanne Hénin avec nous, mais effectivement, elle a sans doute des soucis de connexion. Donc peut-être Christelle et Bénédicte, un mot de conclusion de votre côté? Moi, je veux bien rajouter une dimension qu'on a un peu évoqué rapidement, qui est la dimension finalement un peu de communauté. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu pendant ces quelques mois, c'est quelque chose, c'est une relation forte avec les participants, une relation forte entre les participants, comme l'évoquait aussi Ebo. Et l'idée, c'est de créer aussi ce sentiment d'appartenance, interpromotion et de réseau. Et donc, c'est aussi créer ce réseau de leaders qui vont s'entraider les uns les autres pour faire bouger les lignes dans leur propre pays et au sein du continent africain. Et rajouter deux choses, c'est que le côté expérientiel est très fort sur la plupart des modules. Donc, beaucoup de rencontres, peu de cours purement académiques. Donc, même si on est avec vous tout le temps et pour ce rôle-là, mais on est vraiment beaucoup dans l'échange et les leçons qu'on peut tirer des expériences et des visites qui sont faites. Et la deuxième chose, peut-être très personnelle, et je pense pouvoir parler au nom de toute l'équipe qui a construit ce programme, c'est qu'on l'a construit comme un programme qu'on aurait peut-être aimé faire nous aussi si on avait été éligible. Et donc, avec l'intention de le renouveler chaque année, de surtout pas rester sur les acquis, de faire en sorte qu'on soit en phase avec les vraies questions de l'année 2021 et puis ensuite de l'année 2022, etc. Donc, ce n'est pas du 100% copier-coller, même de celui de cette année. Voilà, et surtout, compte tenu de la crise sanitaire. Merci beaucoup, mesdames. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir avec nous et à très vite. On poursuit la discussion par mail ou par téléphone ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.